Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur NRTV pour cette quotidienne. Et donc, je remplace Andrea. Aujourd'hui, c'est moi qui vous accompagne pour parler aujourd'hui d'histoire, de bunkers de Seconde Guerre mondiale, mais aussi de water polo. Alors, a priori, pas spécialement de lien entre les deux, si ce n'est la passion qui anime et habite mes invités qui sont avec moi en plateau. Pascal Spaak, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association de la ligne fortifiée d'Aubonne qui vient de se créer en janvier et qui veut justement valoriser ce patrimoine de ces bunkers, justement, de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. On va les parcourir avec vous et puis savoir un petit peu quelle est votre démarche. Et puis en sport, Stéphane Ferrer, bonjour. Bonjour Alexandre. Stéphane, vous êtes le président d'Aquatics Club La Côte. Vous êtes accompagné du nouveau head coach de ce club, Branko Bjelanović. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi pour parler à la fois du championnat que vous disputez en ce moment en LNB et puis de ce match très important hier que vous avez disputé à domicile à Chézeray face à Lausanne, malheureusement perdu 13-16. C'était le quart de finale de la Coupe Suisse. Donc la Coupe Suisse s'arrête là, mais il y a plein d'autres belles choses à dire sur Aquatics Club et sur le water polo. Voilà, ce sera juste après, du coup, l'histoire, le patrimoine et la Seconde Guerre mondiale avec vous, Pascal Spaak. Alors ce fortin d'Aubonne, je le disais, donc c'est un bunker en béton qui date donc de la Seconde Guerre mondiale, qui est resté dans son jus. Alors c'est assez drôle, parce qu'on y trouve des casques d'époque, des masques à gaz, un canon anti-char et puis même un portrait du général Guisan. Alors cette association, elle a pour but de valoriser ce patrimoine et de faire découvrir aux gens ce bunker. Mais alors, dites-nous, Pascal, ce fortin, à quoi il servait déjà ? Il servait à la défense des passages obligés de l'époque, donc puisque la ligne fortifiée de l'Aubonne était en deuxième ligne, la première ligne, c'était la ligne de la Promenteuse, qui était... On connaît bien, oui. Tout le monde connaît bien, et qui, au fond, si une invasion arrivait depuis Genève, eh bien, la première ligne qui faisait la retenue, c'était la ligne de la Promenteuse. Mais si elle était débordée, eh bien, il y avait une deuxième ligne qui avait été préparée par la Confédération et qui était la ligne de défense de l'Aubonne. Et là, un des grands passages, c'était le pont de l'Aubonne entre Aubonne et Lavigny. Oui. Et là, au fond, on avait installé une fortification à Aubonne qui tirait, au fond, en direction du pont de l'Aubonne pour empêcher tout passage sur ce pont. Oui, mais c'est-à-dire que concrètement, avec les images qu'on a vues, ça représente à peu près 20 mètres carrés, ce fortin d'Aubonne. Mais alors, il y avait des soldats qui étaient là, qui restaient, qui veillaient, qui défendaient. Donc, il y avait des soldats en permanence dans ce fortin. Ils ne restaient pas en permanence parce qu'entre 1939 et 1945, ils sortaient quand même un tout petit peu. Donc, au fond, ils avaient leur cantonnement à l'esplanade à Aubonne, c'est-à-dire au casino, on l'appelle. Et au fond, chaque fois qu'il y avait une alarme, les équipes partaient dans les bunkers et puis au fond, servaient le canon pour l'usage. Mais est-ce qu'ils ont servi justement, ces canons ? Heureusement, non. Heureusement, non. Effectivement, voilà, l'histoire fait qu'ils n'ont pas servi, mais donc ils étaient là en prévention. À quel moment est-ce que ce fortin d'Aubonne, justement, Pascal Spaak, vous vous y êtes intéressé, vous vous êtes dit non, mais il faudrait faire quelque chose avec ce fortin, il faut que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur et apprennent un peu de l'histoire dans notre région. J'ai simplement acquis un fortin de souterrain, un ASUS qu'on appelle, c'est un abri atomique souterrain. Et au fond... pas celui qu'on voit, celui-là, il appartient à la commune d'Aubonne. Voilà. Et au fond, j'ai eu plusieurs offres de rachat et personnellement, je voulais plutôt le léguer à l'histoire et non pas l'utiliser à d'autres fins que m'abri. Et au fond, c'est là que je me suis intéressé à M. Vietti, qui était à la base de la ligne fortifiée de l'Aubonne, qui était le garde forestier, qui était le garde forestier qui a découvert le fortin d'Aubonne. Et au fond, là, on a décidé, nous, de créer cette association et on a fondé, on a constitué un comité d'initiative. Ouais. Et puis après, on a poursuivi jusqu'à la création de l'association. Ça veut dire que ce fortin, il avait été oublié, en fait ? Alors, il a été découvert, redécouvert. Il a été oublié, il était fermé, Ouais. il était simplement entretenu par les gardes forts pendant de longues années. Et puis en 2011, les gardes forts avaient décidé de le désaffecter complètement.
Et puis c'est là qu'il y a eu collision avec le garde forestier qui était là pour élaguer les arbres. Oui. Et au fond, il a tout de suite stoppé avec le syndic de la commune d'Aubonne le démantèlement du bunker. Au fond, il est resté tel quel. Et gardez-le tel quel, Voilà. parce que c'est précieux. J'aimerais comprendre ce qui vous anime, Pascal Spaak, et votre passion. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé dans ce bunker, que vous avez vu ces casques d'époque, ces masques, ce portrait du général Guisan? Qu'est-ce que ça vous a fait? Je connais la forteresse puisque j'étais instructeur à l'armée anciennement. Donc, j'en ai visité plusieurs. C'était pas le premier, voilà. C'était pas le premier, mais ce que j'étais étonné, c'était de trouver qu'il soit encore complètement équipé avec on dirait qu'il a été quitté hier ou avant-hier. Donc c'est vraiment... Bon, rassurez-moi, les canons peuvent plus servir, il n'y a pas de danger. Oh, il pourrait, mais il n'y a pas de danger. Non. Tout ce qui pourrait faire partir le projectile a été complètement enlevé. Donc, ça tirait jusqu'à combien de mètres, ces canons, d'ailleurs? Donc 300-800 mètres. 300 et 800 mètres, ouais. Ce qui fait déjà une belle portée. Oui, parce que c'était des canons à tir direct, donc ils tiraient directement sur l'objectif. Alors, parlons de cette association de la ligne fortifiée d'Aubonne qui compte, alors je lisais dernièrement dans la presse, 50 membres, mais est-ce que ça a augmenté depuis? Ça augmente chaque jour, donc chaque jour j'ai des demandes, donc de 1 ou 2 personnes par jour. Donc on est à combien là aujourd'hui? Maintenant, je serai à 53, 54. 53, 54 personnes. Et puis notamment, les principaux soutiens, on va dire, viennent aussi des 9 communes qui participent justement à votre association pour préserver ce patrimoine. Alors dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement avec cette association? Alors concrètement, l'idée, c'est de justement inventorier tous les fortins que l'on a sur cette ligne. Alors actuellement, il y en a une dizaine qui ont été détruits. Il y en a une dizaine qui ont été acquis par des particuliers et il en reste 60 à investiguer qui appartiennent à la Confédération et qu'on aimerait justement ouvrir, faire acquérir et ouvrir et voir dans l'état qu'ils sont et au fond après les présenter au public. Donc il y a la volonté aussi de faire une sorte de sentier, je crois, avec des QR codes pour que les gens puissent aussi s'informer de chacune des œuvres qu'ils trouvent. On va s'associer avec l'association, la Société de développement d'Aubonne et puis l'association des rivières qui est à Tolochna. Ils souhaitent faire un chemin didactique entre l'embouchure de l'Aubonne jusqu'en haut à Bière. Et au fond, nous, on viendrait se greffer un petit peu sur ce chemin didactique en justement présentant les fortifications qui se trouvent le long de ce chemin. Et c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va faire ces pictogrammes pour qu'on va afficher sur les différents ouvrages, que les gens puissent, au fond, prendre connaissance librement de cette ligne, y aller et visiter. Et puis, au fond, l'idée aussi, c'est d'organiser après des visites sur demande. Donc, on verra comment ça va fonctionner. Stéphane Ferrer, vous saviez que ça existait, ces fortins là, dans la région? Vous êtes déjà tombé dessus ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et je trouve ça magnifique de pouvoir préserver ce patrimoine et de le faire découvrir à ces générations, qu'elles soient d'ailleurs anciennes comme nouvelles. Et c'est magnifique parce que ça fait partie de l'histoire du pays. Et en plus, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui en Europe comme dans le monde, je trouve que c'est d'actualité et c'est bien qu'il y ait des personnes comme ce monsieur qui puisse préserver ça et développer et travailler sur cette culture. Donc c'est magnifique. Effectivement, donc en plus justement de la ligne fortifiée de la Promentouse, et maintenant la ligne fortifiée d'Aubonne, grâce à votre association Pascal Spaak, on l'espère, pourra être connue de toutes et tous dans la région. Merci en tout cas de nous avoir raconté votre histoire, Pascal. Merci à vous de m'avoir entendu. On passe au water-polo. Est-ce que le water-polo, ça vous dit quelque chose ou pas, Pascal? Oui. Oui. Vous avez pratiqué ou pas? Un petit peu, mais pas à grande échelle. Mais c'était quoi votre sport? À l'école militaire, c'est... Ah, à l'école militaire, vous en faisiez? On en faisait un petit peu, oui. D'accord, vous étiez bon? Comme ci, comme ça? Romain. C'était quoi votre sport à vous? Oh, il y en a eu beaucoup, mais... Votre préféré? Qu'est-ce que je dirais? Le ski, à une époque, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui... à une époque, ce qui veut dire aujourd'hui, avec le manque de neige et tout ça? Des problèmes de santé qui ont fait que
Voilà, j'ai abandonné. Ouais. Bon, alors on va parler justement, pas neige, mais eau. Waterpolo avec vous, donc Stéphane Ferrer et Frédéric Roy. Restez avec nous, je vous en prie, Pascal, pour écouter cette interview sportive. Donc, je le disais en introduction, les loutres, c'est comme ça qu'on vous appelle. Hein, exactement. Les joueurs donc, de Aquatics Club La Côte. Eh bien, malheureusement, ne seront pas en demi-finale de Coupe Suisse, puisque donc, lundi soir, à Chézeret, face à Lausanne, eh bien, vous avez malheureusement perdu de 3 points, 13-16, dans ce match important. Stéphane, il y a une déception d'avoir perdu ce match hier ou... Bien évidemment, je pense que pour tout sportif, quel qu'il soit, ou pour un entraîneur, c'est toujours difficile d'accuser une défaite, surtout quand la victoire est à sa portée. Mais Lausanne est une grande équipe. Lausanne est une très grande équipe. Vous saviez qu'il y avait un défi à relever. Exactement. On savait, Lausanne comme nous, c'était une première de pouvoir aller en demi-finale. Donc c'était un match très important, très attendu. Lausanne a joué magnifiquement bien son jeu, justement. Et elle a été meilleure, tout simplement. C'est tout. Ce sont justement les images qu'on voit derrière vous, Stéphane, sont les images du coup qui datent de ce lundi soir. Branko Bjelanović, vous êtes le nouveau coach de cette équipe justement de waterpolo. Vous, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé dans ce match face à Lausanne, ce serait laquelle ? Déjà, c'était un match difficile. Hein. Lausanne, c'est une grosse équipe et je ne peux pas rien reprocher. Mes joueurs, ils ont donné un maximum hier soir. Tout ce qu'ils pouvaient. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas bien commencé le match, mal entré le match. On a fait beaucoup les erreurs en technique, en passe, défense. Après, deuxième, troisième période, on s'est réveillé. Dernière période, on est arrivé avec seulement deux buts d'écart. On a essayé, ce moment, j'ai pensé vraiment qu'on peut... Que vous pouviez reprendre l'ascendant. Exactement, mais malheureusement encore, une petite erreur en défense. On a pris facilement le but de contre-attaque. Alors une petite amertume d'avoir perdu ce match, mais on va parler de positif aussi, parce qu'il y en a dans ce début de saison. C'est vrai que c'est donc une grande première que vous arriviez en LNB, alors que cette association, ce club, a été créé en 2021 seulement. Justement, je voulais vous entendre, Branko, puisque vous êtes arrivé là, en septembre dernier, pour coacher cette équipe, étant donné que justement elle joue maintenant en deuxième division. Comment ça se passe, votre intégration dans cette équipe et dans ce club ? Très bien. Moi, je suis vraiment très content, très satisfait de prendre une équipe comme ça, parce que c'est une équipe avec une bonne ambiance, et une équipe qui est mélangée un petit peu avec les joueurs d'expérience et les jeunes joueurs. C'est quoi la qualité de cette équipe ? Qualité, c'est une bonne cohésion d'équipe, une bonne ambiance, et ça c'est plus important. C'est le principal. Voilà, c'est le principal. Ouais. Et c'est un très bon collectif. Et ça, je suis vraiment content de travailler dans une équipe et une ambiance comme ça. Stéphane Ferrer, quelles sont les qualités de Branko, justement, qui vient d'arriver? Qu'est-ce que ça a changé, en fait? Parce que je précise, vous êtes le président, mais vous êtes aussi joueur dans cette première équipe. Qu'est-ce que ça change, ce coaching? Branko a apporté une forte expérience en technicité que nous n'avions pas jusqu'alors. Pourtant, cette équipe, comme vous le savez, est issue d'une grande expérience, puisqu'on joue ensemble quasiment pour certains, depuis plus de 20 ans. Ouais. À l'époque dans le CNN, je précise, exactement, avec Aquatics. Dans le cercle des nageurs de Nyon. La petite parenthèse aussi, c'est que cette équipe existe auprès de Suisse Aquatique depuis moins d'1 an, puisqu'on a été affilié à la Fédération Suisse seulement le 1er avril 2022. C'est pas un poisson d'avril. Mais pour revenir à Branko, outre sa gentillesse, le fait qu'il puisse s'occuper aussi bien des plus expérimentés et des plus jeunes, c'est ça sa force. Il est issu d'une grande expérience déjà en Croatie, en France, en Italie. Donc c'est une personne qui apporte énormément, et il nous manquait beaucoup cette technique au niveau du ballon, de la tactique de jeu, etc. Donc c'est l'expérience qui fait justement qu'il apporte ce nouveau souffle à cette équipe. Parlons de ce championnat. Donc je le disais, de LNB, qui est donc un niveau bien supérieur avec ce que vous avez connu dans vos débuts l'année passée, Stéphane Ferrer. Branko, comment ça se passe ce championnat? Vous êtes actuellement 6e du classement, si je ne m'abuse. Oui. Comment vous l'analysez? Vous êtes content quand même de cette performance, ou vous vous dites
Ah, 6e, on aurait pu quand même faire mieux. Non, ça va, je suis assez satisfait. Bon, je regrette peut-être un match qu'on a perdu contre Orgen, dernier match, un but qu'on avait déjà occasion de gagner ce match. C'est juste un regret que je l'ai, mais je vois chaque match, on est plus fort, on progresse, on est vraiment dans notre objectif. Ouais. Donc le but, c'est d'améliorer l'équipe. C'est première année en division nationale. Oui, en LNB. Mais c'est quoi l'objectif du coup? C'est d'aller vraiment aller dans le podium, dans le top 3, ou bien c'est déjà de prendre vos marques et de se dire on peut déjà être fier d'être en LNB? Exactement. Moi, je suis comme première année entraîneur. Je ne peux pas dire maintenant on va gagner le championnat et monter. On dit toujours si on a occasion d'être dans le podium, dans le premier 3, on prend cette occasion, mais pour moi c'est le but de travailler. Donc tous les jours, tous les entraînements, de donner un peu plus et de travailler dur pour arriver là. Mais chaque match c'est une expérience énorme pour nous et chaque match c'est important. Même contre les meilleurs premiers des 3 équipes qui sont plus forts et que déjà c'est difficile, chaque fois on essaie de s'approcher, même contre Kreuzigen qui a 2 équipes en LNA à 12e LNB, on a fait un grand progrès le 12e match. Oui. Et à la fin, je pense qu'on peut arriver dans peut-être première 4, 5, première 4, allez. Mais si on a occasion de gagner le podium, pourquoi pas. Et ça, on verra à la fin de la saison. Prochain match important, Stéphane, c'est la reprise du championnat, le 18 mars. Vous serez donc à domicile face à Winterthur, me disent mes notes. C'est juste. Exactement. Donc le championnat n'est pas terminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est 6e au classement. Néanmoins, il peut tout se passer. Des équipes comme Winterthur, Riviera, qui sont des équipes fortes. Mais comme le dit très justement Branco, on progresse, on se développe, la cohésion est de plus en plus là. Et pourquoi pas terminer sur le podium, ou pourquoi pas terminer même 4e, ce qui serait remarquable pour une première année en Ligue nationale. Arriver de la Ligue régionale et passer au bout de même pas 2 ans d'existence en Ligue nationale, c'est déjà un exploit. Et de pouvoir se maintenir au milieu de tableau donc, du championnat, c'est encore un autre exploit. Et c'est magnifique. Voilà. Magnifique alors, effectivement. Longue vie à Aquatics Club La Côte. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous remercie une nouvelle fois, Pascal Spaak, également d'avoir été en notre compagnie. Et puis, je vous remercie, vous qui nous regardez chez vous. Merci de nous avoir suivis dans cette quotidienne. On se retrouve demain. Bonne suite de programme sur NRTV.